Alors, Mathéi Martine présente Chex Marie-Pierre. Le Breton Frédéric. Présent. Rifarol Guy Martine. Saffort Pierre. Présent. Combier Marie-Christine. Auxerre François. Présent. Larmande Véronique. Luc Stanislas. Damani Samira. Tu vois. Fort Aliran Estelle. Roche Patricia. Sirvan Eliane. Ranchon Denis. Bouguerin Nadja qui restera jusqu'à 20h, qui sera obligé de partir pour des raisons professionnelles. Royal Christian. Bosier Sylvie. Marcegny Abiba. Serre Claude. Boyer Isabelle. Lalise Christian. Présent. Alain Dominique. Murcie Antoine qui a donné procuration à. Oui, ici. Donc, combien d'avant Médina. Donc, Julie Stelle. Et ensuite Stelle Julie. Saez Jean-Pierre. Guillerme Stéphane. Présent. Et Porquet Céline. Donc nous allons commencer d'abord par désigner la secrétaire de séance qui sera Estelle Fort-Aliran pour ce dernier conseil de cette mandature. Alors, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2025. Il y avait une remarque de la part de M. Saez où on n'avait pas pu, retrouver la partie, donc je pense qu'on vous a soumis, puisqu'on a retranscrit la phrase que vous souhaitiez. Donc voilà. On va passer à l'approbation de ce procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Et ensuite, il y a l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 26 janvier 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. On va passer avec le troisième point, l'avis sur la consultation du public concernant le projet de réouverture de la ligne SNCF rive droite du Rhône au trafic voyageurs. Et c'est Pierre Saffort qui mène ce dossier. Donc Pierre, c'est à toi. C'est une question qui est posée à la commune de positionnement par rapport à la demande d'autorisation environnementale qui a été formulée dans le cadre de la consultation du public concernant la réouverture de la ligne SNCF rive droite du Rhône, qui couvre une partie, en tout cas pour ce qui nous concerne, depuis Pont-Saint-Esprit jusqu'à Auteuil, qui couvre une partie de la Riche. En fait, la commune a déjà pris plusieurs délibérations à ce sujet en faveur de la mobilité, je dirais, décarbonée, puisque en fait le chemin de fer c'est quand même une solution qui est du point de vue du climat très intéressante à partir du moment où il y a suffisamment de voyageurs. Et donc la commune s'est déjà engagée en faveur de la réouverture de cette ligne ferroviaire de rive droite du Rhône le 23 mars 2021, donc pour la réouverture du nouveau ferré entre Le Teil et le Cousin, avec la desserte de Viviers et de Bourg-Saint-Andéol, et par délibération également du 15 décembre 2021, nous avons voté une motion de soutien relative à la liaison ferroviaire donc du Teil, Pont-Saint-Esprit, Nîmes, avec la desserte de la gare du Teil. Ensuite, du point de vue de la transition, je dois souligner quand même que le train est donc le mode de transport motorisé qui a le plus faible impact sur le climat, donc l'intérêt de favoriser ce mode de transport, que il est prévu d'ici 2050 un doublement de la part du train en France, d'une part, d'autre part, la stratégie française de décarbonation demande à ce qu'il y ait 50% de voyageurs supplémentaires d'ici 2040. Donc si on veut effectivement que ça fonctionne, il va falloir investir dans le train. Et dans cette dynamique qui est demandée, dans un sens de transition écologique, il paraît assez naturel d'inscrire effectivement la réouverture de
images. Bon, alors, vous avez vu peut-être dans la libération, il y avait un lien vers une carte qui montre aussi que la saturation en fait, des lignes actuelles, alors il y a une saturation ponctuelle autour de pointe, mais la saturation est déjà importante entre Valence et Pierre-Latte, elle est existante, et ensuite il y a des tronçons qui font l'objet d'une déclaration de saturation prévisible de la part de la SNCF. Donc, et quand on regarde cette carte-là, la vallée du Rhône est vraiment donc soit en rouge dès à présent, soit en orangé, notamment entre Lyon et Pierre-Latte. Voilà, donc tout ça, ce sont donc les argumentaires, les arguments qui sont intéressants pour défendre ce projet d'une réouverture, avec un intérêt pour nous, en fait, d'obtenir à Viviers une étude pour la réouverture de la gare, ou en tout cas pour un point multimodal, à la fois pour le travail des gens, tout simplement, pour des questions de santé, parce que ça donne accès aussi à des pôles de santé au sud qui sont plus importants, et également d'un point de vue touristique. Donc je vais vous lire la délibération qui est assez explicite sur ce point. Donc, considérant la volonté de la commune de mettre en place des actions en faveur de la mobilité, l'engagement de la commune en faveur de la réouverture de la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône depuis de nombreuses années, Madame la maire indique qu'une consultation du public concernant le projet de réouverture de la ligne SNCF rive droite du Rhône au trafic voyageurs présenté par la SNCF Gares et Connexions se déroule sur une durée de 3 mois consécutifs du 24 novembre 2025 au 24 février 2026, c'est-à-dire demain minuit. Les contributions évidemment individuelles sont toujours possibles. Je vous invite à y prendre part si vous voulez défendre ce projet de réouverture. La réouverture de cette ligne aux circulations voyageurs qui a été identifiée comme prioritaire à la suite des états généraux du rail et de l'intermodalité, EGRIM, qui a été organisée par la région Occitanie en 2016, ce qui constitue une opportunité majeure pour notre territoire en offrant une alternative concrète et crédible au déplacement en voiture. Cette ligne permettrait de faciliter les déplacements des travailleurs, des étudiants, des touristes, ainsi que l'accès facilité aux pôles santé d'Avignon et Nîmes notamment, particulièrement pour la population âgée, tout en contribuant également au développement économique local. Elle permettra aussi de réduire la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre associées. Le chemin de fer étant donc le mode de déplacement motorisé le moins émetteur de CO2, améliorant ainsi la qualité de l'air et la santé publique. Le dossier transmis dans le cadre de la consultation du public, présentant les incidences et les mesures associées à la réouverture au train de voyageurs de la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône, qui mettent en lumière les impacts environnementaux, sociaux et économiques, ainsi que les mesures mises en place pour atténuer les impacts du projet. Il montre que celui-ci ne présente pas de risque majeur pour les milieux naturels, les populations et la ressource en eau. Les études réalisées permettent en effet de conclure que les impacts environnementaux sont maîtrisés, notamment le bruit généré par le train de voyageurs étant moins élevé qu'avec le trafic du fret, et que les mesures proposées sont adéquates pour préserver la biodiversité, la santé publique et la qualité de l'eau. Le projet présenté n'inclut toutefois pas la réouverture des gares de Viviers et Mont-Saint-Andéol qui se trouvent sur le passage des trains, malgré l'importance de la population de ces communes et l'intérêt potentiel pour le développement du territoire. Notamment l'accessibilité directe des centres-villes concernés, qui font l'objet d'un plan de revitalisation petite ville de demain et qui jouent un rôle de porte d'entrée économique et touristique, tourisme de nature des gorges de l'Ardèche, Grotte-Chouet, etc. Sans parler même du potentiel qu'on peut avoir notamment à Viviers en termes de tourisme, où je pense que là il y a un développement qui peut se faire. En effet, l'objectif de la région Aura vise dans un premier temps à apporter la réponse la plus rapide possible à la réouverture de la gare du Teil pour un coût de travaux de 2 300 000 € et un coût d'études de 300 000 €. Il convient de souligner l'intérêt de l'utilisation du train pour améliorer la mobilité des habitants de la commune et par conséquent la diminution de l'usage de la voiture individuelle. La commune de Viviers s'est engagée très tôt en faveur de la réouverture du trafic voyageur de la voie ferrée de la rive droite du Rhône, en réservant notamment pour une halte ferroviaire un terrain situé au sud de l'ancienne gare dès 2007, qui a fait l'objet d'une étude de l'école des ponts en 2009, en vue de l'implantation d'un pôle d'échange multimodal.
La circulation des trains de voyageurs et la desserte du Teil est un premier pas. Il apparaît nécessaire de la prolonger jusqu'à rejoindre Lyon, ce qui permettra, outre une offre de voyageurs plus cohérente, de résoudre les problèmes de saturation du trafic existant sur la rive gauche, entre Valence et Pirate en particulier, ainsi que des saturations entre Lyon et Valence d'ores et déjà prévues à moyen terme. Donc, non, je pense qu'on a vu la carte, mais je pourrais faire circuler la carte de la séance du métier. Madame le maire propose au conseil municipal de donner un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale portant sur le projet de réouverture au train de voyageurs de la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône, en Ardèche et dans le Gard. Il est également proposé au conseil municipal de rappeler que la réouverture des gares de Bourg-Saint-Andéol et Villiers doit être intégrée à cette ligne ferroviaire afin de permettre une desserte de voyageurs à notre territoire et ainsi faciliter la mobilité de ses habitants. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale portant sur le projet de réouverture d'une ligne ferroviaire aux circulations voyageurs en Ardèche et dans le Gard, et de demander la réouverture des gares de Bourg-Saint-Andéol et Villiers afin que celles-ci soient intégrées dans la ligne ferroviaire reliant le Teil à Avignon. Est-ce qu'il y aura des questions, des commentaires? On passe au vote. Donc, qui s'oppose à la délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, suite à un petit problème technique, on va laisser les finances de côté pour l'instant. On va passer à l'urbanisme avec la cession d'un chemin rural. Il intéresse, je crois, quelques personnes ici. Alors, chemin rural, suite à la demande de M. Christian Jacques relative à l'acquisition d'un tronçon, du chemin rural CR 018 desservant sa propriété située au quartier Planas, chemin d'Épinette. Il est proposé d'y répondre favorablement au prix de 1 euro le mètre carré pour une surface de 207 mètres carrés, soit une cession de montant de 207 euros. Les frais d'acte demeurent à la charge de l'acquéreur ainsi que les éventuelles servitudes à prévoir. En effet, ce tronçon de chemin rural ne présente aucun intérêt pour la commune, comme il coupe sa propriété en deux. Nous n'avons pas fait d'objection pour que ce monsieur puisse acquérir cette parcelle-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, juste une demande de précision. La partie CD, c'est uniquement ce qui est entouré en rouge ou c'est les deux parties assurées? Donc, ce qui est cédé, c'est uniquement tout ce qui est entouré en rouge. Voilà, c'est les 207 mètres que le géomètre a relevé et les 1 euro. Ça, le prix a été donné par les domaines. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, numéro 7, vous avez un avenant à la convention cadre Petite Ville de Demetz. C'est le 6. Oui, c'est le 16. Voilà, madame Marie. Donc, avenant à la convention d'opération de revitalisation du territoire. Alors, par délibération en date du 4 avril 2023, le conseil municipal a approuvé une convention cadre Petite Ville de Demetz valant opération de revitalisation du territoire OFT pour les communes de Bourg-Saint-Andéol et de Villiers. Cette convention a été signée le 29 juin 2023 et arrivera à son terme le 31 décembre 2027. L'État a prorogé l'échéance du programme Petite Ville de Demetz jusqu'au 31 décembre 2026, puisque c'est uniquement concernant le poste du chef de projet de Petite Ville de Demetz, puisqu'il devait s'arrêter en avril 2026. Alors c'est vrai que c'est rédigé d'une façon, parce qu'on dit on va jusqu'au 31 décembre 2027, et ensuite l'État a prolongé, donc l'État prolonge de avril au 31 décembre 2026. On a eu une réunion avec monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet et les maires de Bourg-Saint-Andéol, la maire de Bourg-Saint-Andéol et moi-même, et il y avait aussi l'architecte des bâtiments de France, justement pour continuer, parce que nous avons besoin absolument de maintenir ce poste-là pour aller jusqu'au bout des projets.
Donc, compte tenu de l'avancement des actions engagées et afin d'en assurer la continuité et l'achèvement, il est nécessaire de proroger la durée de validité du volet Petite Ville de Demain à l'intérieur de l'opération ORT de la dite convention dans les conditions définies par le présent avenant que vous avez eu, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Donc, qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité. Nous passons au point numéro 8. Vous avez toujours pas réglé votre problème non? Ah. 8. Mise en œuvre du dispositif d'une aide financière à la formation du brevet national de sécurité de sauvetage aquatique. Et je laisse la parole à Marie-Christine Combier. Alors, au regard des difficultés actuelles de recrutement de maîtres nageurs et de sauveteurs secouristes aquatiques, il est proposé la mise en place d'une aide financière à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, donc le BNSSA. La ville de Viviers s'engage à participer à hauteur de 680 € maximum par formation, prix de référence déterminé par la formation BNSSA initiale comprenant le BSE 1, premier secours en équipe niveau 1, selon le calcul décrit dans le tableau ci-dessous. Donc, pour la première saison, pour une saison complète, c'est 340 € et deuxième saison, 340 €. Et pour une mi-saison, c'est-à-dire août, juillet ou août, c'est 170 € première saison et deuxième saison, 170 €. Cette somme sera versée directement à l'organisme de formation qui aura été choisi après signature d'une convention avec cet organisme selon l'engagement de la personne qui aura suivi cette formation et au regard de la facture émise par l'organisme de formation. La personne s'engage en effet auprès de la commune à être sauveteur secouriste aquatique sur une ou deux saisons à la piscine municipale durant une demi-saison ou une saison entière via la signature d'une convention avec la commune. Si la personne ne respecte pas son engagement initial, un titre de recette lui sera adressé afin de rembourser la commune au prorata du service effectué. L'aide versée par la ville sera calculée, déduction faite de toutes les autres aides perçues par l'agent, CAF, département, région, etc. L'obtention du BNSSA est par ailleurs facteur d'insertion professionnelle. Ce brevet est une porte d'entrée vers les métiers du sport et offre une possibilité d'évolution professionnelle et personnelle pour les jeunes. À partir de 2026, il est prévu de financer jusqu'à 2 formations par an. Le montant total du dispositif s'élèvera donc de 1 360 € maximum chaque année. Donc, je vais vous demander d'approuver cette délibération. Excusez-moi, j'ai une petite question. Alors, déjà, super initiative. Je voulais juste savoir si vous avez déjà des candidats pour suivre cette formation et son financement. Il y a déjà une candidature, je sais. C'est pas moi c'est le service RH qui va ramasser toutes les candidatures et qui va faire le tout. D'accord. Et l'âge minimum du moins. L'âge minimum, c'est Une fois serait le majeur, soit du il majeur. faut avoir 18 ans, quoi. Ah oui. Et max. Une autre question. Vous avez déjà contacté des organismes de formation? Non, mais là, en fait, il faut déjà qu'on trouve la personne qui correspond au profil. Et les formations sont des formations connues, ce sont des formations de base. Bon, et puis après, il fallait d'abord passer en délibération au conseil municipal avant de lancer. Non, on peut avoir des contacts, parce que c'est compliqué aussi de trouver des organismes de formation. C'est déjà même plus compliqué de trouver quelqu'un. C'est déjà très compliqué de trouver quelqu'un. Et Et au vu du succès de la piscine, le maître nageur ne peut plus assurer la sécurité tout seul. Voilà. Est-ce que c'est... Donc je vous propose de voter. Qui est pour? qui est bon. Voilà. On a gagné. Merci. C'est bien. Alors, on va faire le point
point numéro 9, c'est l'instauration de l'indemnité de mise sous pli de la propagande électorale. Alors ça aura lieu le samedi 7 mars de 9h à 12h. Il y a une dizaine d'agents qui, puisque c'est sur le bénévolat, c'est sur le volontariat. Et nous avons donc une aide financière de la part de l'État de 3 200 € pour les 2 tours, et s'il n'y avait qu'un tour, donc vous faites 3 200 € divisé par 10 s'il y a les 2 tours, et vous faites sinon 3 200 € divisé par 2, et ensuite dispatché par 10, donc si vous faites le calcul, ça vous fait à peu près 150 € pour venir mettre sous pli de 9h à 12h pour les agents de la collectivité. Donc est-ce que vous avez des questions ou pas? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. On va passer aux informations diverses, parce que... Ah, je finis et après je te laisse la parole. Donc, c'était pour présentation des décisions du maire adoptées. Donc 2026-02 du 21 janvier 2026, la Direction Générale de Modification d'une régie d'avance. 2026-003 du 26 janvier 2026, Service Affaires scolaires et périscolaires, avenant numéro 1 à la Convention de tarification sociale des cantines scolaires entre la commune de Viviers et Logec. C'était une régularisation d'aide financière à 4 € par repas. Et 2026-004 du 26 janvier 2026, service culture, tarifs communaux, droit de place pour le festival de bande dessinée qui s'élève à 100 €. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas? La nature de la modification de la régie d'avance. Oui, je peux vous la donner. C'est surtout parce qu'on avait une régie d'avance qui était, je ne sais pas si j'ai le détail, par rapport au conseil municipal des enfants, où d'habitude on était limité par rapport à cette régie, je crois, 300 ou 400 €. Et puis là, on a eu un succès fou avec ce voyage. Et là, le prochain voyage, ils partent tous. Donc de 4 enfants avec une régie d'avance et à plus de 10 gosses. Donc ce qui fait qu'on a été obligé d'augmenter les montants. C'était une des principales raisons là-dessus. Mais il y avait aussi, c'était surtout cette ligne-là qui était la plus importante. Je regarde. Oui, voilà, je peux vous dire. Alors, au départ, c'était 700 €, et là, on l'a monté à 3 000 €. Ensuite, les envois postaux, ça n'a pas bougé. L'abonnement à des sites internet nécessitant un accès professionnel, ça n'a pas bougé, c'est toujours 300 €. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? L'acquisition de fournitures, il y a eu 200 € de plus. Et ensuite, vous avez les entrées de lieux culturels et de loisirs. Exemple, quand on a amené les enfants au musée, au parc d'attractions, on a augmenté c'était à 300 € avant, c'était passé à 1 000 € pour pouvoir éviter aussi au personnel qui accompagnait les enfants d'avoir à faire l'avance et de se faire rembourser après par note de frais. Merci. Voilà, donc ça sera terminé pour moi et je vais passer la parole à Frédéric Le Breton sur le débat sur les orientations budgétaires. Voilà. Déjà, je vais vous expliquer sur les problèmes techniques Anne laisse l'obligation de travailler avec du papier à l'ancienne. Donc, vous avez tous les documents que j'avais préparés en slide pour vous présenter en résumé le contenu du ROM, puisqu'il s'agit bien sûr de connaître des extractions, de connaître des informations qui sont contenues dans le ROM. Donc, il faut rappeler que ce projet budgétaire 2026, comme il est indiqué, il aborde 2 problématiques principales, même si bien sûr on couvre l'ensemble des besoins décelés pour la commune.
à court terme. Et ces 2 points sont des points très classiques comme la voirie, mais aussi une action particulière sur la réhabilitation du patrimoine bâtimentaire. Voilà. Donc, en ce qui concerne la voirie, les dépenses de voirie que nous imaginons devraient représenter 0,6 millions d'euros, comportant des gros projets suivants: la voirie du quartier d'Amatène avec 240 millions d'euros. Personne ne contestera la nécessité, après les travaux qui ont été faits sur les réseaux, de refaire ce passage qui nous permet d'aller sur le rond-point de la Madeleine. L'aménagement du parking Jean Morin, puisque le projet était de désencombrer le parking sauvage qui se produit sur le site de Châteauvieux pour le ramener à l'arrière vers le Belvédère. Sur le parking Jean Morin, qui est quasiment inoccupé, en plus il y a un seul locataire pour le moment, pour des causes d'accès, des difficultés d'accès. Donc nous allons réimaginer une entrée depuis la place de la Plaine qui permettra d'accéder très facilement au parking Jean Morin, je dirais sans mettre en danger le magnifique, la magnifique pierre de Bourgogne que nous avons, je dirais, pour les piétons se rendent au Belvédère. Donc, ça viendra évidemment compléter les feux rouges qui nous permettront de gérer la circulation sur le site qui est assez compliqué. Ensuite, nous avons toute une sorte de voirie. Alors ça, on ne va pas faire la liste aujourd'hui en détail, mais il y a 270 milliers d'euros qui sont prévus pour divers travaux de voirie qui représentent des montants inférieurs à 50 000 euros. C'est pour ça que je ne les détaille pas. Enfin, la voie douce des bords du Rhône, qui ne fait pas partie de ce gros projet de voirie, fera en 2006 l'objet d'une étude et de l'achat de terrain pour pouvoir rendre possible une solution, telle que l'a exigé le service des routes, puisque le service des routes souhaite que nous n'utilisions plus la route du bord du Rhône pour les sorties vers le pont de Châteauneuf, parce qu'ils jugent que c'est une sortie qui est considérée comme dangereuse. En ce qui concerne le deuxième grand volet, la réhabilitation du patrimoine bâtimentaire, avec 4 projets principaux. Les travaux de clôture de l'aile nord de l'hôtel de ville, qui devraient démarrer très bientôt, 366 millions d'euros. La réhabilitation des écuries en commerce, qui devrait se terminer cet été avec 470 millions d'euros prévus. La dernière de l'école de la Rouille, qui aujourd'hui, à la fois laisse passer l'eau, et plus totalement étanche, à l'eau, mais aussi présente des inconvénients forts, pendant les périodes de canicule, puisque ça correspond à un espèce d'effet loup sur l'escalier de distribution des salles de classe et de la cantine. Voilà. Et enfin, nous avons, pour préparer une solution pour la friche que laissera l'IDO de l'hôpital dans le centre ancien, nous avons nécessité de mettre en sécurité des bâtiments qui ne sont plus occupés depuis très longtemps et qui sont totalement délabrés, les mettre en sécurité au fond de cet IDO de l'hôpital. Voilà. Et là, on a un budget pour cette nouvelle sécurité de 173 millions d'euros. Et puis, bien évidemment, je rappelle que l'ensemble de ces projets 2026, notre politique financière qui l'accompagnera reposera sur une marge d'autofinancement suffisante afin de conserver un endettement raisonnable de la commune, ce que l'on verra tout à l'heure. Donc, on va passer maintenant au diagramme sur les recettes de fonctionnement, si vous voulez suivre avec moi. Donc, on s'aperçoit que 2025 est légèrement en retrait par rapport à 2024, en ce qui concerne les recettes, mais je dirais que contrairement à ce que montre la slide, les recettes existent et en progression. Par exemple, je vais citer la dotation de solidarité rurale de 13 millions d'euros,
qui augmente de 13 milliers d'euros, la tarification sociale 2024 qui nous apporte 35 milliers d'euros comme on dit aux recettes, et une compensation de la réforme de la taxe foncière qui est en augmentation de 10 milliers d'euros par rapport à 2024. Mais ces augmentations de recettes sont compensées, je dirais, quand on les compare en 2025 par rapport à 2024, par 2024 qui avait enregistré l'annulation en recettes, l'annulation des indemnités du mandat des exécutifs. Voilà. Et évidemment, c'est un montant un petit peu plus important qui explique que malgré les augmentations de dotation et de compensation, eh bien, nous avons un très léger retrait de 0,1%. C'est 5 000 euros, c'est pas grand-chose par rapport à 2024. Alors, ce qui nous intéresse encore plus, bien sûr, c'est 2026. Donc, on peut aujourd'hui avancer que pour 2026, les recettes qui sont réalisées en 2025 sont plus ou moins reconduites, à la condition qu'elles soient quasi certaines. Hein. Parce que, en matière budgétaire, les recettes et produits exceptionnels considérés comme non reproductibles ou difficilement estimables ne peuvent pas être retenus par prudence élémentaire. Et cette prudence explique l'essentiel du recul d'un recul qui se produira dans les recettes de 1% par rapport à 2025. Nous allons passer maintenant aux dépenses. Donc, à partir de 2023, les frais de fonctionnement ont augmenté très fortement, vous vous souvenez, en raison de l'explosion des coûts de l'énergie, et en 2024, en raison de l'annulation de restitution des indemnités des élus. Voilà. Les charges de personnel, qui représentent plus de 50% du total, ont évolué en moyenne pendant cette période, entre 2020 et 2024, à hauteur de 2,9%, ce qui est relativement raisonnable compte tenu des périodes d'inflation qu'on a vécues sur cette période. En 2025, le total des dépenses de fonctionnement progresse, lui, de 3,3% par rapport à 2024. Toutefois, c'est dû essentiellement à un phénomène inattendu, puisque je souligne le coût exceptionnel de la sécurisation de la falaise du Creux, qui a coûté un budget de 85 000 euros. Et donc, si on neutralise ces 85 000 euros, eh bien, la progression des dépenses de fonctionnement n'est que de 1%, ce qui reste très raisonnable. Par rapport au BP 2025, les dépenses réalisées sont en retrait de 3,4% pour deux raisons principales. Les dépenses de personnel qui ont reculé de 98 milliers d'euros et le parvis du gymnase qui a coûté en régie beaucoup moins cher qu'il n'était prévu. Et l'enveloppe n'a pas été dépensée en totalité. En 2026, les dépenses de fonctionnement devraient afficher une hausse de 4,3%, dont les 3/4 viennent des frais de personnel en raison de la création de 2 postes. Le directeur des services techniques, bien sûr, puisque sur l'année 2025, nous n'avons eu que même pas un mois de présence de cette direction, et l'apparition d'un gestionnaire de centre-ville, je dirais, qui avait été, pour lequel Claude nous avait inspiré, je dirais, pour l'amélioration et le management du centre ancien et du centre-ville en général. On peut passer maintenant à la slide suivante qui montre le résultat provisoire de clôture 2025. Donc, on peut constater que le résultat de fonctionnement sur l'année avec 4 935 000 euros de recettes et 4 486 de dépenses est donc en excédent de presque 500 000 euros, qui viennent s'ajouter aux 930 000 euros qui sont un résultat reporté de l'année précédente. Et donc, le résultat de clôture de fonctionnement s'élèvera, puisque les comptes, même s'ils ne devraient plus bouger, ne sont pas encore confirmés, à 1 410 000 euros en investissement.
nous avons des recettes, comment dire, en excédent par rapport aux dépenses de 500 000 euros à peu près. Par contre, un report d'un déficit de 113 000 euros, ce qui nous laisse en solde sur la section d'investissement un solde de 365 000 euros positif. Négatif pas. Positif pas. Oui. Maintenant, il faut tenir compte, bien évidemment, des restes à réaliser. Ce sont toutes les opérations dont les bons de commande ont été passés sur l'année, mais pas encore facturés par les fournisseurs. Et pour 276 000 euros de recettes qui correspondent globalement à des subventions, nous avons un total de dépenses dans ces restes à réaliser de 888 000 euros, ce qui évidemment demande un besoin de financement de 612 000 euros, puisque c'est un rare négatif. Et compte tenu de l'excédent de financement qu'on avait vu initialement, les 365 000 euros, eh bien, on a un besoin final de financement net de 247 000 euros. Et donc, ce qui va vous être proposé, c'est d'affecter, bien sûr, ces 247 000 euros qui sont le besoin de financement sur le compte 1068 d'investissement. Et tout le reste du résultat, soit 1 163 000, sera inscrit en compte 002 en recette de fonctionnement au BP de l'année suivante. Donc, ce que l'on peut commenter sur ce résultat, c'est que ce résultat est à peu près conforme à ceux qu'on a eus les années précédentes, c'est-à-dire relativement stable, avec des reports positifs assez importants, dans le supérieur à 1 million. Et donc on démarre dans de bonnes conditions pour notre projet pour le BP 2026, puisque nous avons, aujourd'hui, une situation de départ tout à fait comptable. Alors maintenant, on va passer à l'endettement. Donc vous avez sur la slide l'évolution de l'endettement à fin d'année, c'est important, les mesures à fin d'année. Et donc on peut voir que l'endettement s'accroît, je dirais, en fin 2025 en raison d'un emprunt de 0,9 millions d'euros pour les besoins de financement des projets en cours. On a vu qu'il y avait 888 000 de restes à réaliser, qui devront être bien sûr payés. On va trouver des financements, plus les investissements que nous aurons à faire. On a noté aussi que toutes les annuités de remboursement sont inférieures, pour les annuités de 2026 sont inférieures à toute la série historique, excepté peut-être 2024, oui, 2024. Donc, pour l'endettement, les charges, de la dette sont beaucoup plus bas. Quand on compare sur cette série historique, on voit bien qu'on démarre en 2014 à 827 000 et on arrive, en fin de parcours sur 2025 à 233 000, je dirais, et ce sera le même montant pour le budget 2026 qui est attendu. Excuse-moi, il y a une correction sur ces... Oui, parce qu'il y a une petite coquille. En réalité, sur 2025, le montant n'était pas tout à fait correct, il est de 178 000, et c'est bien 233 000, comme je viens de vous l'indiquer, pour 2026. Capacité d'autofinancement. Alors, écoutez, cette capacité d'autofinancement s'améliore. On voit sur le diagramme suivant que ces marges d'autofinancement n'ont cessé de croître. Je dirais, à l'évidence, compte tenu de nos projets, de l'importance de nos projets et des 900 000 d'emprunts qui ont été faits, je dirais qu'on aura l'année prochaine, si le budget devait être réalisé, ce qui est toujours, une inconnue, mais en tous les cas, nous sincère, nous aurons une baisse de cette capacité d'autofinancement et notre baisse de capacité d'autofinancement devrait nous conduire à monter, je dirais, sur
un ratio de désendettement que vous avez sur le slide suivant, où l'on est monté de 2,6, qui était à peu près la moyenne sur tout le monde à 4,3 en 2025, et qui devrait s'établir, si le budget était respecté tel qu'il est aujourd'hui, prudemment convenu, aux environs de 7 ans. Mais on est, encore une fois, même à 7 ans, très loin du seuil de vigilance, et encore plus, d'une situation critique. Alors, également, je vous ai mis un petit tableau derrière qui montre que les capacités de remboursement en année sont souvent très très différentes entre les budgets où on est obligé à une prudence, donc de minimiser les recettes et de s'assurer que toutes les dépenses sont bien prévues. On peut constater qu'on a des variations en termes d'années très très importantes. Et en moyenne, vous voyez, sur la période, on doit être pas loin de 2 ans d'écart qui sont gagnés. Parce qu'à cause de cette prudence budgétaire, qui nous oblige à être un peu plus pessimiste, que la réalité et que nier les opportunités. Donc, si l'année prochaine nous devions nous retrouver à 5 ans, je dirais que ce serait, pas une grande surprise. Maintenant, les investissements. Donc, je ne vais pas reprendre, pour conclure mon propos, je vais reprendre que les grandes lignes du budget d'investissement 2026. Pour les dépenses d'investissement 2026, on a prévu une enveloppe d'investissement de 3 millions d'euros, qui se décompose en 300 000 euros de dépenses courantes. Alors, il s'agit généralement des petits investissements, des services, pour le fonctionnement des services, et le remplacement de certains matériels, et 2,7 millions de dépenses plus spécifiques sur des projets. Alors, les principaux projets sont, comme dans le ROM, j'ai repris le tableau qui montre tous ces principaux projets, à peu près 50 000 euros. Et donc, on y retrouve une vingtaine de projets, travaux, toiture pleine nord de l'hôtel de ville, on en a déjà parlé dans l'introduction, mais si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, si vous ne voyez pas ce à quoi ça correspond. On a la charpente de l'église Saint-Laurent et son fêtage, puisque ce sont, deux interventions successives qui seront nécessaires sur l'église Saint-Laurent. Travaux sur les zones B et C de la maison des Chevaliers. Alors il s'agit en ce qui concerne la zone B de la mise en sécurité de toute l'arrière qui donne sur la rue Chalès, des bâtiments qui sont à moitié écroulés, et donc des murs avec des tuiles qui risquent encore de tomber, qu'il faut absolument nettoyer. Et enfin, sur la partie C de la maison des Chevaliers, c'est-à-dire la partie qui est située à l'arrière, là où travaillent les chantiers internationaux, et bien là, on va évidemment refaire l'étanchéité de la terrasse, après avoir fait la toiture du bâtiment qui se trouve sur cette terrasse. Ensuite, les travaux de mise en sécurité des bâtiments au fond du lot de l'hôpital, on en a parlé déjà. Les travaux du ruisseau de Saint-Alban, qui sont terminés depuis maintenant presque un mois, je parle d'un mois, presque 2 mois, mais pour lequel la facture ne nous a pas encore été adressée, donc on n'a pas pu la régler. Donc je l'ai repris dans le cadre du budget. Voirie du quartier de la Madeleine, les 240 000 dont on a parlé en introduction. Voirie et aménagement du parking Jean Morel, 60 000 dont j'ai parlé également. Restauration d'urgence du pont romain, c'est un point nouveau. En effet, les piliers du pont romain sont dans un état, pour un pilier au moins, qui nécessite une intervention assez importante et rapide pour conserver ce magnifique témoignage du temps ancien. Donc un budget de 91 000 euros qui avait été fixé par des spécialistes en l'occurrence, est réservé. Nous avons la réhabilitation des écuries, comme nous
pour 100 000 euros. Oui, parce que n'ayant plus de toiture sur le fond de ces bâtiments, ils sont, je dirais, fragilisés. Et pour éviter qu'il n'y ait des dégradations supplémentaires, nous allons être obligés de mettre des bâches sur ces bâtiments à l'arrière de l'hôpital. Voilà. Donc, verrière de l'école de la Roubine, on en a parlé également. Et puis, mascotte notice, comme on dit, éclairage LED pour le centre-ville RD86, ce qui devrait terminer le projet de mise en LED de l'ensemble de la voirie. Voilà. Donc, pour 109 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dernier point où on passe aux questions en termes général? Bon, alors. Oui, tout d'abord, concernant les perspectives de dépenses de fonctionnement et des autres charges de gestion, vous voyez une progression de 22 000 euros pour laquelle vous avez mis une explication. Je voulais savoir si en complément, vous avez ce que vous avez prévu comme enveloppe pour les indemnités des élus dans la mesure où il y a eu les plafonds qui ont été relevés de 6%. Donc est-ce que vous avez prévu les crédits avec ce plafond relevé ou pas? Nous n'avons pas prévu l'enveloppe avec le plafond relevé. Nous sommes restés sur la même enveloppe que celle qui était au budget précédent. Nous avons gardé cette enveloppe de mémoire de 109 000 euros. Okay. Concernant l'endettement, vous savez, c'est un de nos points de divergence. Présenter opportunément l'encours de la dette pour l'année 2024, alors que l'année 2025 est derrière nous. L'endettement par habitant, on est plus de 580 euros, comme vous l'indiquez dans le rapport d'orientation budgétaire, qui est le chiffre de 2024, mais on est bien tout près des 810 euros par habitant. Alors, juste une remarque avant que vous alliez plus loin. Tous les graphiques que j'ai mis sont avec l'endettement à fin d'année. Donc, contrairement à ce que vous dites, j'anticipe sur la fin d'année. Et quand je mets l'endettement à 2025, c'est l'endettement de départ de 2026. Donc il n'y a tout est absolument transparent et il n'y a pas de dissimulation. Ce n'est pas une dissimulation, c'est marqué clairement 580 euros 2024. Ce n'est pas le chiffre de 2025, ce n'est pas le chiffre de fin d'année 2025. Le chiffre de fin d'année 2025, ce serait près des 810 euros. Ah non, on parle de l'endettement. De l'endettement par habitant. Ah, par habitant, oui, d'accord. Mais l'endettement, total, il y a 2,9 millions de mémoire, et il est celui à fin d'année 2026. Tout à fait, ça je reconnais. Mais l'endettement par habitant, donc on est bien à près de 800 000 euros par habitant, qui est désormais supérieur à la moyenne des communes de la strate, contrairement au chiffre de 2025. Il y aurait une solution, pour alléger cet endettement, ça aurait été de faire comme vous avez fait, au début du mandat, c'est-à-dire de laisser financer par les équipes suivantes le financement d'un gros investissement comme le parking Million, 1,250 millions, qui sont venus charger notre endettement lié à notre mandat, mais qui n'avaient rien à y faire. Alors j'aurais pu en effet, si je n'avais pas été honnête, je dirais, balancer un investissement non financé et puis attendre que le financement se fasse. Et j'aurais eu un meilleur endettement. Ça, c'est ça. Alors ça a toujours été fait en transparence sur le mandat précédent. J'en parle parce que ce que j'ai discuté, ce n'est pas moi qui ai pris les décisions. Mais vous étiez quand même oui, mais... moi aussi, hein? Non, j'étais pas au courant. Ah, excusez-moi, mais... mais je connais bien le sujet. Effectivement, ce qui avait été bien expliqué par Michel Perret, qui était l'adjoint en finance à l'époque, c'était qu'il y avait besoin de cet emprunt, qu'il y avait encore un pic à absorber, et si vous le regardez avec votre cours, ça se voit très bien. Il y avait encore un pic à absorber de la fin de l'emprunt précédent, et que l'argent avait été mis, les sommes avaient été mises de côté pour absorber les premières annuités, les 2 premières annuités qui allaient peser sur l'emprunt, avant que l'emprunt du
gymnase disparaissent. Mais ça n'était pas dans l'endettement. Ah non, ça n'était pas dans l'endettement. Ben oui, c'était prévu sur le budget 2020, hein, il n'y avait pas de problème, mais ça avait été clairement annoncé en 2019. Hein, il n'y avait pas, il n'y a pas eu d'entourloupe. C'est tout simplement une opportunité. Non, je ne sais pas. Ben, les travaux ont été engagés en 2020, l'emprunt a été engagé en 2020. Hein, c'est pas. Ouais, il était fini, pratiquement fini en 2020. Oui. En même temps. Donc, c'est assez logique d'ailleurs. Et c'est vrai, puisque vous dites, vous avez aussi, vous, une tendance assez forte d'emprunter à l'avance plus que nécessaire. D'ailleurs, vous dites, on a emprunté 900 000 euros, c'est nécessaire, puisqu'on reporte 880 000 euros de dépenses de reste à réaliser. Plus, comment dire, nous avons ajouté aussi les 3 millions. Et vous oubliez les 276 000 euros de recettes. Donc la différence, on a 600 000 euros. Vous avez emprunté 900 000 euros pour 600 000 euros à emprunter. Le reste, c'est pour financer des dépenses de 2026 et pas de 2025. Vous l'écrivez d'ailleurs vous-même dans le rapport, puisque vous marquez ces projets d'investissement pourront être réalisés grâce à l'emprunt contracté fin 2026. Il n'y a aucun secret là-dessus. Donc je ne vois pas ce que vous reprochez à l'équipe de Christian Lévis, ils sont faits exactement la même chose. On le fait en toute transparence pendant notre mandat. Exactement, ça avait été fait pareil. Reprenez les comptes rendus, les procès-verbaux des conseils municipaux de 2019. Vous verrez, il n'y a pas de problème, ça a été très transparent. On s'en fout, c'est passé il y a 6 ans quand même. Ça a été très transparent. Pierre, on s'en fout, non, on s'en fout pas, ça fait partie de l'histoire. Hein, voilà. Ça vous arrange bien, parce que ça fait 6 ans, Voilà. on peut parler des projets d'avenir, de ce qui se passe maintenant, et pas obligatoirement des choses. Ouais, on peut remonter comme ça très très loin. Comme ça. Non, mais On peut remonter comme ça il est très très facile loin. de donner des leçons lorsque on n'a pas respecté ces mesures. Ouais. Voilà. C'est tout. Non, mais c'est très clair, je pense, pour tout le monde. Reprenez les comptes rendus, reprenez tout. Tout a toujours été transparent, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est assez logique. Sur le ratio des endettements, donc vous l'avez évoqué, alors sur une perspective, même si au final on ne sera pas cette année, mais on sera quand même sur les 7 années. Quand on sera cette année, dire qu'on est très loin du seuil de vigilance, non, à 3, 4, oui, on est très loin du seuil de vigilance. À 7, on n'est plus très loin. On commence à s'en rapprocher, très sérieusement. Et dans le contexte international et national de pression sur les finances des collectivités, avec les recettes de la commune qui sont pour l'essentiel constituées de la solution de compensation qui est figée dans le temps. Juste pour donner un chiffre pour tout le monde, l'équivalent de ce qu'on a perdu en euros constants entre 2020 et 2026, c'est près de 300 000 euros. Voilà. S'il n'y avait pas eu cette attribution de compensation figée, on aurait actuellement 300 000 euros de recettes supplémentaires. Et ça veut dire que si on a encore, alors l'inflation est redescendue, mais il ne faudrait pas qu'elle remonte. Et personne n'est capable de dire ici qu'on est à l'abri d'une remontée de l'inflation dans les 6 prochaines années, ou même dans les 2 ou 3 prochaines années. On est dans un contexte international hyper tendu, et on ne sait pas du tout comment ça va aller. Et avec cette recette qui est figée, ça fait peser une menace importante, et d'où nous, notre insistance très forte sur l'emprunt, parce que l'emprunt, une fois qu'il est fait, on doit le rembourser. Un investissement, on peut toujours le différer, on peut toujours retarder, étaler, si on est coincé pour le faire. Par contre, l'emprunt, une fois qu'il est fait, il faut le rembourser. Et donc là, on est parti avec des emprunts sur 20 ans, avec des coûts d'intérêt qui vont s'y peser sur les charges de fonctionnement de la collectivité. Donc c'est une vraie divergence de vue entre vous et nous sur l'approche de la dette. Et les Libarois choisiront sur ce point-là comme sur d'autres. Ça leur permettra de se faire leur avis. Parce qu'il faut rappeler aussi que les communes n'empruntent pas délibérément pour passer au-dessus du seuil de 10 années. Je ne sais pas si vous connaissez les communes qui tout d'un coup disent je vais faire un emprunt, ça va me faire passer au-dessus de 10, mais c'est pas grave. Non, généralement, on fait... On ne va pas commencer à dériver sur de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction. On parle avec un projet, comment dire, qui est de cette année, qui sera probablement inférieur, à cette année, et on ne va pas, ça n'est absolument pas dramatique tel que vous voulez le décrire. Là, on est en effet une divergence d'opinion et d'analyse très claire.
c'est pas dramatique là aujourd'hui. Mais on est sur une situation où effectivement, on a des communes qui se retrouvent justement à passer les seuils de vigilance parce qu'il y a eu des emprunts. On n'y est pas là-dedans, donc on n'extrapole pas, de toute façon, et puis on a pas. Mais je sais que vous n'aimez pas le débat, Madame Mattei, mais si vous permettez. Voilà. Non, c'est sûr. Et puis celui qui ne fait rien non plus ne dépense pas non plus. Voilà, celui qui ne laisse pas s'exprimer les autres n'entend pas les avis divergents non plus. Voilà. Donc, De toute façon, si la situation de situation, il est évident, comment dire, que ça remettra en cause peut-être un certain nombre de problèmes, ça les différerait dans le temps. oui, on ne mettra pas en cause les emprunts qui ont été faits qui faudra rembourser. Oui, mais cet emprunt, pas 900 000 €, c'est pas un emprunt, comment dire, à l'échelon d'un mandat. On est en train de parler d'une orientation budgétaire, certes, mais qui est l'ouverture et l'expression d'un mandat. Bon, bref. On ne se convaincra pas. Non, mais ça c'est clair, on est effectivement sur un désaccord de fond là-dessus. Sur les travaux de voirie, alors au début du document, vous parlez de 270 000 € de voiries diverses. Dans la dernière page, on ne les retrouve pas. Je voulais savoir si c'était normal. Donc, oui, c'est normal, comme je l'ai expliqué. Est-ce que Je l'ai offert dans la dernière page que les 50 000. Il y a beaucoup de petits travaux de voirie qui n'ont pas ces 50 000. Ils sont tous en dessous des 50 000 pour faire ces 270 000. D'accord. Oui, moi, juste par rapport aux travaux de voirie en général, j'ai regardé sur les taux de réalisation sur les années précédentes, on est à peu près à 50%. Donc on sait que sur l'ensemble des travaux de voirie que vous avez annoncés, on sera à peu près à 50% en moyenne réalisés aussi. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que là, il est content d'annoncer énormément de travaux de voirie, on va faire plein de choses, c'est merveilleux. Voilà. Il n'y a pas que ça, Oui, il n'y a pas que ça. Non, on affiche des gros montants, mais à la fin, le réalisé n'est pas. Vous êtes libre de faire un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est des chiffres. Vous les voulez? 2021, 546 000 € de crédit ouvert, 248 000 € de réalisé. Mais on ne parle pas de 2021, on parle de 2026. 2022, 617 000 € de crédit ouvert, 303 000 € réalisés. Non, voilà. Là, c'est l'exemple de différence entre la réalisation et le crédit ouvert. Voilà. C'est juste par rapport à des annonces qui sont faites là comme ça, opportunément, à la veille d'élections municipales. Il n'y a pas d'annonce, on n'est pas là, alors s'il vous plaît, donc on n'est pas là pour faire votre campagne électorale, monsieur. Non, on n'est pas là pour faire la vôtre. Donc voilà, alors, mais moi je ne dis rien, c'est vous qui balancez. Donc alors je vous le dis, il y a eu quand même un bilan qui a quand même été fait, même s'il est indigeste. Donc ce bilan a été fait, donc il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites. Le vôtre, je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est normal. Vous le verrez en 2032. Essayons de rester sur. Exactement. Donc on se focalise uniquement sur le point du conseil municipal. Et enfin, donc, une dernière question par rapport à la directive des services techniques, donc, dont vous parlez au chapitre 02 sur l'augmentation des coûts. Je voulais savoir si le recrutement qui avait été effectué concernait une contractuelle, si ça avait été fait sur un agent titulaire et d'où, qui est-elle, d'où elle vient. À ma connaissance, mais Mme Mattei pourra confirmer s'il s'agit d'un engagement contractuel. C'est une contractuelle. Bon. Passe le bonsoir à Charlie. Pas d'autres questions? Passe le bonsoir à Charlie. Non, donc on a que le débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Et on peut passer à la dernière des délibérations qu'on a gardée pour le saisir, celle du bilan des acquisitions et cessions immobilières de l'année 2025, qui, récapitule l'ensemble des décisions de cession et d'acquisition immobilière sur l'année passée. Donc nous avons, en termes d'acquisition, la décision du terrain du Creux à l'association Yves Cézanne. Il s'agissait d'acquérir ces terrains pour pouvoir faire
le chemin qui va mener du parking, il faut dire, jusqu'au port. Donc il était nécessaire que nous faisions l'acquisition. Cette acquisition a été faite pour un prix de 2 323 €, c'est-à-dire à 1 € le mètre carré. En matière de cession, une seule cession est passée devant lequel elle est identifiée. C'est la cession du 23 rue de la République, qui était une ancienne boutique, mais boutique qui n'avait pas d'accès extérieur pour pouvoir séparer l'activité commerciale de l'activité habitation, dont l'état était absolument catastrophique, puisqu'il fallait refaire la toiture, refaire l'électricité, refaire les planchers. Donc c'était aujourd'hui devenu une ruine. Donc cette maison d'habitation a été revendue à Madame Lenoir, Marion Lenoir, pour en faire une maison d'habitation, pour le prix de 25 000 €. Pour les 41 mètres carrés sur 3 niveaux. Une question par rapport aux sessions. J'avais dans le droit d'ailleurs de parler de la session de la maison Villard. Vous avez été annoncé en 2022, 23, 24, 25 et encore 26. On a pris une délibération le 15 novembre 2023. Elle n'est pas dedans, finalement l'acquéreur a renoncé. Alors, pas du tout, je peux répondre là aussi, Frédéric. Il faut demander à l'office notarial où il y a eu pas mal de dossiers qui se sont perdus, égarés, incomplets, tout ça, etc. C'est pas le seul dossier qu'on a passé en délibération, et c'est encore un dossier qui a pris moult retard, c'est pas le seul. Donc voilà, mais c'est toujours les mêmes propriétaires qui sont dessus. Alors ils avaient des problèmes de prêt, maintenant le prêt a été réglé, et maintenant nous attendons une date de la part de l'office notarial. D'accord, donc on ne va pas redélibérer. Mais j'espère que oui. On croise les doigts. Bon. Voilà, donc on peut donc passer au niveau vote pour approuver ce bilan des acquisitions et cessions immobilières. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour l'unanimité. Le conseil municipal est inclus, le conférence du jour est terminé. Merci. C'est le dernier de cette journée.